Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez dans une situation particulière, pour un contexte particulier pour l'instance. Vous avez obtenu une modification, une importante modification de la loi régissant l'institution. Cette loi n'est pas pleinement entrée en vigueur, ce qui fait que l'institution n'est pas totalement opérationnelle. N'est pas totalement opérationnelle, mais n'est pas pour autant en situation de gel. Les lecteurs voudraient bien une explication, des clarifications sur cette situation, la situation où se trouve exactement l'instance. Alors effectivement, depuis la nomination par laquelle Sa Majesté m'a honoré en décembre 2018, nous sommes rentrés dans, disons, deux phases de transition. Une qui était consacrée à la réforme du cadre institutionnel de lutte contre la corruption. Il concerne l'instance certainement, mais il concerne aussi ses relations avec les autres institutions et comment est-ce que la lutte contre la corruption pourrait être supervisée, coordonnée et comment est-ce qu'elle pourrait être mise sur une voie de convergence et de synergie et de complémentarité institutionnelle. Donc c'est une phase qui a nécessité beaucoup de concertation, beaucoup de débats, beaucoup d'approfondissement juridique pour une totale conformité avec la Constitution et pour avoir un cadre qui soit le plus avancé, de sorte à respecter entre deux principes fondamentaux que nous avons mis en avant dès le début de ces concertations, à savoir la complémentarité institutionnelle, parce que la lutte contre la corruption ne peut pas se faire par une institution ou de manière juxtaposée des actions des acteurs, mais elle nécessite un cadre général et cohérent. Et la complémentarité institutionnelle est un principe fondamental pour réussir la transformation et le changement de la situation de la corruption dans notre pays. Le deuxième principe que nous avons mis en avant pour pouvoir guider et cadrer les débats, c'est celui de l'indépendance de l'instance comme principe constitutionnel, mais aussi comme un principe fondamental pour une thématique comme celle de la lutte contre la corruption, qui nécessite à ce qu'on crée une crédibilité forte, qu'on crée un moyen d'action qui permet à ce qu'on aille dans la profondeur du traitement de ce fléau et que l'instance puisse, sur les sujets qui lui reviennent, assurer ses responsabilités pleinement et qu'elle puisse, sur les sujets transverses, remplir son rôle de coordination, de supervision et de garantie de suivi. Donc ça, c'était la première phase pour élaborer la loi 46-19 dont vous avez parlé et qui a été adoptée en mars 2020 à l'unanimité par les deux chambres du Parlement et elle a été publiée en mai. Et nous sommes rentrés dans une deuxième étape de cette phase de transition qui est celle d'attendre la nomination pour l'entrée en vigueur de la dite loi. Il se trouve que la publication ayant été en mai, ça c'est notre lecture, ce n'est pas déclaré officiellement puisque les autorités de nomination, c'est elles qui ont la maîtrise du moment pour le faire. Donc je rappelle que la nomination des membres du conseil de l'instance est faite par le chef du gouvernement qui nomme 4 membres, par les deux chambres, les deux présidents de chambres du Parlement qui chacun nomme 2 membres et bien entendu il y a les 4 qui sont nommés par Sa Majesté. Il se trouve que la publication en mai est arrivée à la veille du processus électoral qui a démarré en juin puis qui s'est prolongé jusqu'au mois de septembre
puis la mise en place des institutions. Donc notre lecture, c'est que ce changement justement de la composition des institutions a impliqué un report. Maintenant, nous espérons que cela ne va pas se prolonger plus et que justement, d'après ce que nous avons entre les mains comme données, les nominations ne devraient pas tarder. Je voudrais aussi souligner que ce soit pendant la première étape ou la deuxième de cette phase globalement de transition, l'instance s'est impliquée de manière forte sur des chantiers de préparation et de construction des fondements pour passer à une nouvelle ère de lutte contre la corruption fondée sur les principes dont j'ai parlé, mais qui va avoir des bases fortes pour assurer un changement, mais un changement perceptible par les citoyens et par les populations cibles, les acteurs économiques, les investisseurs et tous les acteurs de la société. Et donc, elle a travaillé sur plusieurs chantiers, une trentaine de chantiers fondateurs et structurants pour cet avenir de lutte contre la corruption au Maroc. Donc, je confirme que l'instance est passée et dans une phase encore, on est à la fin de cette phase de transition, mais qu'elle n'est pas en état de gel, bien au contraire, elle a beaucoup produit, elle a été dans une interaction forte avec les acteurs, mais aussi en production de référentiels capables d'accompagner le changement escompté. Donc, par rapport aux nominations, est-ce que vous avez une visibilité ou des échos concrets quant à une probable nomination, installation des membres? Comme je l'ai précisé, les autorités de nomination que j'ai citées, donc c'est eux qui ont, c'est elles, ces autorités qui ont la décision du moment pour le faire, mais vous parlez des échos, les échanges que nous avons pu avoir avec ces différentes autorités nous font comprendre que d'abord que les choix sont a priori faits et que les nominations ne devraient pas tarder. Mais entre-temps, on a vu que vous produisez des rapports, vous émettez des avis. Est-ce que vous recevez des saisines de la part de plaignants? Alors, justement, particulièrement pour cette dimension des missions de l'instance, à savoir la réception des plaintes et des dénonciations, la réception d'informations au sujet d'actes de présomption de corruption, c'est une mission qui est nouvelle. Et donc, l'instance ne peut pas la mener avant l'entrée en vigueur de la loi. Toutefois, et dans le cadre de la préparation des fondements, l'instance a travaillé au niveau du référentiel dans toutes ses dimensions, que ce soit au niveau du cadre qui permet les recrutements, d'abord la définition des profils des investigateurs, le recrutement, l'évolution des ADA, la garantie des droits, puisqu'ils ont des missions qui sont très sensibles et avec des risques, et par conséquent, le cadre qui permet de leur garantir leurs droits et leur protection, mais aussi le cadre qui permet de garantir les droits des personnes sujets des enquêtes et des interventions de ces commissaires investigateurs. Donc, et le code disciplinaire qui pourrait être appliqué à ce corps. Donc ce référentiel a été fait, le projet de règlement intérieur qui aussi définit les relations entre les différents organes de l'instance, y compris entre l'institution du président et ce corps des investigateurs. Et on a été plus loin que la définition du référentiel. L'instance a déjà, aujourd'hui, intégré un certain nombre de profils très pointus
qui viennent dans le cadre de la complémentarité institutionnelle dont j'ai parlé, qui sont détachés de la Cour des comptes, qui sont détachés de la douane, qui sont détachés de la police judiciaire, qui viennent de différents bords et avec des profils qui sont très pointus pour pouvoir constituer le premier noyau pour pouvoir mener cette mission, comme nous le faisons pour les autres missions qui sont l'observatoire qui va avoir la capacité d'approfondir la connaissance objective du phénomène et mettre en place les indicateurs de mesure, que ce soit au niveau de l'élaboration et la mise en place des orientations stratégiques de la politique de l'État en matière de prévention et de lutte contre la corruption, que ce soit en matière de formation, d'éducation et de promotion des valeurs avec des valeurs de probité, de transparence, d'intégrité au niveau avec la participation des différents acteurs. Donc, comme nous le faisons pour les différentes dimensions, nous avons anticipé et préparé et aujourd'hui ce noyau est en cours de formation et d'interaction avec les ressources de l'instance pour pouvoir développer et d'aller plus loin. J'ai parlé du référentiel en termes de cadre et le cadre c'est-à-dire le règlement qui régit ce corps, mais nous avons aussi élaboré de manière extrêmement précise, avec une grande vigilance par rapport au respect des règles et des lois, les procédures qui vont régir toute action de ce corps d'investigation. Donc, quand vous parlez de noyaux et de profils pointus, vous faites référence aux enquêteurs? Tout à fait. D'accord. Ce sont les commissaires investigateurs qui sont détachés à partir de... C'est des magistrats de grade exceptionnel, c'est des commissaires principaux au niveau de la police judiciaire ou au niveau de la DGST, etc. D'accord. Merci. Les chantiers, une idée sur les chantiers prioritaires que vous comptez lancer directement après l'installation des membres, directement après l'opérationnalisation de l'instance de probité. Une idée ou un chantier prioritaire peut-être pour cette année 2022. Au fait, justement, j'ai parlé d'une des missions de l'instance, à savoir la proposition des orientations stratégiques des politiques publiques de l'État. Alors, à ce niveau-là, bien sûr, l'instance capitalise sur les acquis du pays dans le domaine, donc la stratégie nationale de lutte contre la corruption, ce qui a été réalisé, le contenu de cette stratégie, les rôles des acteurs, etc., est à consolider et à renforcer, mais l'instance a une responsabilité de présenter les orientations, c'est-à-dire une nouvelle génération en quelque sorte pour les orientations stratégiques des politiques de l'État en la matière. Et à ce niveau, nous présentons la vision. Donc, dans quelques semaines, nous allons engager la concertation sur une plateforme très avancée en matière de cette stratégie qui s'inscrit dans le court, moyen et long terme, mais qui aussi définit quelles sont les priorités et à travers lesquelles nous pourrons engager justement la dynamique, la nouvelle dynamique, et nous pouvons escompter d'avoir des résultats, y compris à court terme. Et quand je parle de résultats, ce sont des impacts perceptibles par les citoyens, par les acteurs économiques, par les investisseurs et autres acteurs sociétaux. Justement, parlons de perception des citoyens par rapport à la corruption. Ce qui ressort de votre dernier rapport, c'est qu'on stagne absolument, pratiquement sur tous les indicateurs, et voire nous reculons sur certains. Qu'est-ce qui explique cette stagnation? Alors justement, parmi les travaux qui ont été menés
durant ces 2 dernières années, c'est d'aller dans un approfondissement de la connaissance objective et au niveau de l'analyse dans le détail des facteurs qui expliqueraient ce paradoxe, qu'il y a eu beaucoup d'efforts, il y a eu beaucoup d'engagement, mais qui n'ont pas produit l'effet escompté et qui n'ont pas changé, que ce soit au niveau de la perception ou au niveau des pratiques. Nous constatons que ce soit des mesures de pratique, telles que le baromètre, telles que l'indice de gouvernance et autres, ou que ce soit au niveau de la perception, l'indice de perception de transparence internationale. Donc, nous avons été dans le détail des facteurs impactants et nous avons fait une analyse pour expliquer. Il se trouve que les choix et justement les priorités et le fait de faire aboutir les réformes sur le plan pratique, sur le plan de l'effet et d'avoir une cohérence et une convergence qui est capable justement d'avoir la masse critique de changement, la masse critique schématiquement, mais c'est-à-dire d'avoir les effets qui vont se consolider pour pouvoir endiguer le phénomène et assécher les foyers de corruption. Ces facteurs les plus impactants n'ont pas été suffisamment adressés ou n'ont pas été suffisamment aboutis pour pouvoir justement avoir l'effet. Et c'est à partir de ces analyses, de ces constats, à partir de ce qui a été fait et comment est-ce qu'on pourrait le renforcer et le rendre plus productif de résultats, c'est à partir de tout ça que nous élaborons, que nous avons élaboré et que nous allons mettre en concertation la plateforme des orientations stratégiques de la politique de l'État pour cette fois être dans des orientations pratiques et avec des indicateurs sur lesquels nous comptons voir des évolutions mesurables et même les méthodologies de mesure et comment est-ce qu'on va pouvoir accompagner la mise en œuvre. Tout cela est aujourd'hui élaboré et nous devons le soumettre à la concertation avec les acteurs de manière à, bien sûr, enrichir, à rendre encore plus abouti, mais pour avoir une adhésion de telle sorte à ce que l'engagement de cette nouvelle génération de stratégies de lutte contre la corruption pour le pays soit prise en charge par l'ensemble des acteurs institutionnels et autres acteurs et intervenants, mais que ça soit fait en tenant compte des rôles et des responsabilités respectifs dans une articulation forte entre ces responsabilités et ces rôles. Donc c'est cette vision que nous élaborons de manière à ce qu'on vise, à ce qu'on cible tout ce qui est de nature à produire des effets concrets dans le cadre d'une vision globale qui va nous permettre d'accompagner la dynamique et la renforcer au fur et à mesure que nous avançons. D'accord, mais vous avez évoqué, vous avez parlé d'efforts consentis. Donc vous écartez comme cause le manque de volonté politique. Est-ce qu'il y aurait d'autres causes? Moi, j'évite de parler de volonté, manque de volonté. C'est-à-dire la volonté, elle s'exprime à travers les faits et à travers ce que nous engageons comme réforme profonde et que ce que nous arrivons à faire aboutir et ce que nous obtenons comme résultat. C'est pour ça qu'on parle d'un cadre qui définit les responsabilités, qui définit les priorités, qui doit être mené dans une synergie forte entre les intervenants et qui doit l'être avec détermination. Au lieu de parler de volonté, c'est la détermination qu'il faut avoir aujourd'hui. C'est-à-dire être d'abord convaincu et partager la même vision, partager les mêmes approches et priorités. Et à partir de là, chacun doit assumer ses responsabilités avec détermination pour aboutir aux résultats qui seront, les résultats ne devraient pas être planifiés à la fin
de la période pour laquelle la stratégie est élaborée, mais des résultats qui sont planifiés et nous devons obtenir des résultats et des impacts tout le long de la période, à commencer par le court terme. Donc vous prenez une approche scientifique objective du phénomène. Je vais rester dans le subjectif. Pourquoi nous, Marocains, nous avons l'impression qu'il s'agit d'un phénomène insoluble, d'un problème insoluble? Est-ce que ça relève du culturel? Alors, moi, j'ai toujours été parce que je suis passé par différentes positions dans la société civile, dans le secteur privé, et à chaque fois, j'ai combattu cette idée de la dimension culturelle de la corruption. Oui, il y a des comportements, ça relève du comportement, ça relève de la banalisation de comportement. Mais de là à la rattacher à la culture, comme je l'ai dit, je m'oppose à cette explication. Il est normal que les citoyens considèrent que c'est un phénomène qui est devenu tellement présent qu'on considère qu'il est quasiment impossible de le combattre. Et c'est pour ça que l'approche dont je parle, qui est bien sûr une approche basée sur une structuration scientifique, mais qui s'alimente surtout de la réalité, c'est-à-dire qui capitalise sur tout ce que nous avons fait, tout ce qu'il est projeté de faire, tout ce qui est retenu par les politiques publiques comme réforme à engager, et à partir de là, on doit chercher à produire les résultats, et justement en faisant des analyses qui sont les plus profondes, les plus pointues, on peut attaquer des domaines qui vont produire des résultats, qui vont produire des impacts et qui vont alimenter la confiance, et par conséquent qui vont dissiper cette perception que c'est un phénomène insurmontable. Il est clair que la corruption ne disparaîtra pas du jour au lendemain. Ce qui est important, c'est de montrer qu'on est engagé sur la voie d'un changement, un changement concret et un changement irréversible. D'accord. Pour rester dans le diagnostic, est-ce qu'il y a eu des tendances particulières en temps de pandémie ces 2 dernières années? Alors malheureusement, sur ce plan-là, les rapports que l'instance a eu à analyser souligne tout ce que la pandémie a été pour c'est-à-dire un approfondissement de la problématique, que certains rapports expliquent le recul du Maroc à cause justement de la gestion de certains aspects de gestion de cette pandémie, mais malheureusement, l'instance n'a pas pu mener. Nous devions mener une enquête terrain pour compléter nos outils d'analyse concernant la période de pandémie, et nous n'avons pas pu mener cette enquête pour des raisons administratives qui ont empêché à ce que l'enquête se déroule sur le terrain. Et donc, c'est-à-dire des analyses globales confirment que la gestion de la période de pandémie a été, pour la situation actuelle du Maroc en matière de notation et de classement de perception de corruption, mais nous n'avons pas d'éléments suffisamment précis pour pouvoir mesurer et identifier précisément ce qui a conduit à cet impact sur la situation du Maroc. Dans tous les pays, on rattache la corruption au développement. Comment au Maroc, le phénomène de la corruption impacte-t-il le développement du pays? Alors, il est très clair qu'aujourd'hui, ça devient, c'est-à-dire admis universellement, que la corruption est l'un des facteurs les plus, qui constitue le plus de freins au développement. Et ça paraît très logique, parce que qui dit corruption dit orientation des moyens
vers des intérêts privés au lieu que ce soit vers l'intérêt général. C'est des privilèges qui empêchent à ce que toutes les énergies soient libérées. C'est des abus de position et par conséquent, ça freine l'entrée d'acteurs. C'est l'abus de pouvoir qui fait à ce qu'on empêche la participation large à la création de richesses. C'est-à-dire, il est très clair, il est démontré aujourd'hui que la corruption, avec ses différentes manifestations, il ne s'agit pas que des enveloppes et des pots de vin, il s'agit de toutes les formes de corruption qui font que le développement est vraiment freiné et de manière conséquente. Donc, les décisions qui seront prises en ayant un cadre assaini ou un cadre même en voie d'assainissement seront beaucoup plus efficaces pour le développement du pays et pour la répartition de la richesse. La répartition, pas a posteriori, une fois qu'elle est produite, mais à la participation de sa création et de la base des acteurs qui interviennent dans cette création de richesse. Pour rester dans le développement, est-ce que le fait qu'une institution aussi importante que l'instance de probité, attendue depuis 2011, est-ce que ce retard ne constitue-t-il pas un manque à gagner pour le Maroc en termes de développement? Je ne pourrais pas vous dire le contraire. C'est clair que plus on accélère le rôle des institutions et des acteurs intervenant sur des réformes profondes telles que celles justement du développement de la gouvernance responsable, de la promotion des valeurs de probité, de transparence, plus on accélère, plus on va pouvoir marquer des avancées, avoir des résultats, et ces résultats vont induire des effets sur l'accélération des réformes et par conséquent sur le développement. C'est plus que ça. Le retard participe aussi à la crédibilité de ce qui est engagé. Quelle que soit l'ampleur de ce qui est engagé, s'il prend du temps d'être mis en place, ça n'a pas le même effet et ça ne donne pas la même impulsion de dynamique si c'est fait sur des délais courts ou sur des délais longs. Donc l'un des problèmes que le Maroc a à traiter, c'est celui de la gestion du facteur temps pour l'ensemble des politiques, mais particulièrement pour des politiques qui constituent le socle des réformes profondes, qui est celui de la gouvernance responsable, de la probité, de l'intégrité, de la lutte contre la corruption. Venons-en à des notions spécifiques, et commençons par la corruption sexuelle. Oui. C'est une notion qui n'a pas émergé, mais qui a été évoquée en marge du scandale sexe contre les notes, scandale qui a atterri devant la justice. Oui. Qu'est-ce que cette notion vous inspire? Alors, justement, d'abord, je voudrais dire que pour parler de ces sujets-là, comme pour tous les sujets, il s'agit de traiter les phénomènes et les dossiers. Il faut qu'ils soient assortis de respect des principes constitutionnels qui sont le droit de présomption d'innocence, le droit des victimes, Donc tout ça doit être pris en considération, surtout que ces dossiers sont aujourd'hui entre les mains de la justice et l'indépendance de la justice doit appeler chez nous ces réserves. Ces réserves étant énoncées, il est très important de dire que la corruption est une atteinte forte aux droits humains, aux droits économiques, aux droits sociaux, aux droits individuels. Quand il s'agit d'extorsion, c'est un être humain qui se trouve dans une situation où il est mis sous pression
et où on lui soutire des choses qu'il n'a pas à faire, et par conséquent, ça touche à sa dignité. Ça l'est encore plus quand ça touche à sa dignité et son intégrité corporelle. Et quand ça touche à une intégrité corporelle qui a des dimensions multiples, morales, sociétales, c'est abject. Et donc, c'est une des formes les plus poussées et qui touche au droit les plus à dénoncer. Maintenant, ce phénomène, on sait qu'il existe. Bien entendu, il n'y a pas lieu de généraliser, il n'y a pas lieu de stigmatiser ni une profession, ni un lieu plus qu'un autre. Mais on sait qu'il existe, et qu'il existe aussi dans des enceintes académiques. Et le fait que ça soit dans ces enceintes, c'est encore plus grave, parce que c'est les lieux qui doivent développer les valeurs, qui sont là pour promouvoir la citoyenneté, pour construire justement le citoyen de demain et les responsables de demain. Quand ça arrive et que ça détruit justement des dimensions de la société dans sa globalité. Il est très important de s'attaquer à ces phénomènes, bien sûr avec sérénité, avec toutes les précautions qu'il faut, mais de manière déterminée, pour déraciner ces pratiques de l'ensemble des enceintes de la société, mais encore plus de ces enceintes qui doivent avoir un rôle noble. Et il faut le faire de manière structurée. Aujourd'hui, même sur le plan de la définition, même sur le plan, est-ce que c'est des actes de corruption, est-ce que c'est des actes d'agression sexuelle, donc tout ça doit être clarifié à travers les lois, à travers la réglementation, à travers la réglementation qui régit chaque environnement, en particulier les enceintes académiques, etc. Des définitions claires, clarifiées. Aussi avoir renforcé la protection des témoins et des dénonciateurs de manière générale, et en particulier de par la sensibilité du phénomène et des risques de retournement de situation. Donc comment protéger justement les témoins et dénonciateurs, qu'ils soient victimes ou qu'ils apportent leur appui à des victimes. Donc il faut renforcer tout le dispositif pour pouvoir endiguer ce type de pratique. Une autre notion rattachée au jargon anti-corruption, l'enrichissement illicite. Vous avez une position claire là-dessus, vous avez appelé à encadrer ce comportement dans une loi spécifique, un cadre juridique spécifique. Est-ce que vous avez des échos de la part du gouvernement qui, lui, reste ambigu sur la question? La position de l'instance, elle est claire, elle le sera encore davantage, puisque c'est un sujet sur lequel nous continuons à travailler, et un avis plus complet sera publié prochainement. Maintenant, par rapport à la prise en charge des avis de l'instance d'une manière générale et de celui-là en particulier, je pense que l'entrée en vigueur de la loi mettrait l'instance en situation d'être plus proactive et et ses avis devraient être sujets à concertation plus institutionnalisée avec les autorités concernées, donc à commencer par le gouvernement, avec le Parlement. Et donc tout cela, justement, on l'a souligné dans le dernier rapport annuel de 2020. Et nous pensons que l'entrée en vigueur donnera un espace plus consistant pour pouvoir mettre en avant les avis de l'instance et de pouvoir je dirais pas faire un plaidoyer, mais jouer notre rôle institutionnel, soit pour qu'ils soient
pris en charge et mis sur la voie d'une mise en œuvre partielle ou complète, mais ce qui ne serait pas retenu devrait faire l'objet de commentaires, de prise de position de la part des autorités concernées. Alors, il y a l'enrichissement illicite, il y a aussi le conflit d'intérêts. C'est une notion qui se pose de manière récurrente dans le débat public, mais qui n'est pas suffisamment encadré par la loi. Quelle est votre position là-dessus? Là encore, nous avons un avis qui a été élaboré dans ce sens parce que, d'abord, nous considérons qu'il est illusoire de penser éliminer les risques de situation de conflit d'intérêts. Par contre, il est très important d'encadrer la gestion de ces situations. Donc, si on ne peut pas les éliminer, il faut que, sur le plan de la législation, qu'il y ait des textes qui permettent d'encadrer très clairement et précisément ces situations, d'en gérer les risques et de pouvoir prendre les décisions qu'il faut, et à défaut de pouvoir prendre les sanctions pour ceux qui ne prennent pas la peine d'encadrer, déclarer, prendre les mesures nécessaires pour éviter les conséquences d'une situation de conflit d'intérêts et par conséquent de pouvoir bien cerner les faits et l'impact des situations de conflit d'intérêts sur la corruption, sur la mauvaise gestion, sur une gouvernance qui puisse dériver contre l'intérêt général. Alors, pour revenir à l'instance nationale de probité, pouvez-vous, pour le lecteur, présenter succinctement les prérogatives de l'institution à l'aune des dernières modifications? Alors, bon, c'était une refonte, ce n'était pas une modification de la loi. Une refonte Alors, cette loi, ce qu'elle apporte très rapidement par rapport aux apports de cette loi, d'abord, elle donne une définition large. Elle prend appui sur la Constitution, l'article 36 et bien sûr l'article 167, mais l'article 36 pour avoir une définition qui va au-delà de la dimension pénale de la corruption, et elle englobe aussi bien les actes qui sont punissables pénalement que les infractions qui ont des sanctions administratives ou financières. La définition, bien sûr, elle prend en considération le code pénal, mais aussi toutes les lois spécifiques qui sont en rapport avec les pratiques de corruption et, comme j'ai dit, dans la définition la plus large. La loi, elle a aussi anticipé avec une ouverture sur toutes les lois qui viendraient par la suite. Par exemple, on a parlé du conflit d'intérêts, de l'enrichissement illicite. La loi, elle absorbe ces futures législations qui viendraient combler les vides qui existent et qui permettraient d'avoir une loi qui accompagne toute la dynamique des réformes attendues. Au niveau des missions, les missions, globalement, je pourrais parler de trois missions principales, trois familles de missions principalement. Donc, il y a une famille qui est celle qui s'adresse au développement des connaissances, qui permet d'avoir donc l'observatoire, qui est une mission de rassemblement de l'ensemble de ce qui est produit autour de la corruption et de pouvoir avoir un approfondissement objectif de la connaissance du phénomène, de ses manifestations, du potentiel de développement de nouvelles manifestations de la corruption, etc. Donc, ce premier volet. Il y a un deuxième volet qui va dans le sens de
l'éducation, la promotion des valeurs, le développement des comportements, c'est-à-dire accompagner l'évolution des comportements et donc la sensibilisation, le fait que le citoyen prenne conscience des formes de corruption et comment est-ce qu'il pourrait résister à ces situations de corruption et comment est-ce qu'il pourrait se défendre contre justement ces situations, mais aussi et surtout les valeurs de probité, d'intégrité, de gouvernance responsable et de leur intérêt pour une société et pour sa cohésion, pour son développement, pour son impact sur les intérêts des citoyens. Le troisième volet, il concerne les politiques publiques, c'est-à-dire l'instance est en charge de proposer les orientations stratégiques des politiques publiques, des politiques de l'État, des orientations stratégiques de l'État en matière de politique de prévention et de lutte contre la corruption, et tout ce qui est rattaché à ce domaine, c'est-à-dire l'élaboration de ces politiques, leur coordination, la mise en œuvre, la garantie de suivi de leur mise en œuvre, etc. Donc c'est un domaine qui touche à l'évolution du cadre des politiques publiques, des réformes et de tout ce qui pourrait contribuer à changer la tendance et la mettre dans une tendance fortement baissière et durable. Donc ça, c'est le troisième volet. Vient à ces trois volets qui constituent un socle important de changement profond au niveau du pays, vient la mission d'enquête et d'investigation qui est confiée au commissaire investigateur de l'instance et qui et là l'instance a fait en sorte à ce que tous les outils nécessaires pour crédibiliser cette action soient mis en place, bien sûr avec une concertation qui a été très dense avec les différents intervenants, mais pour que l'action de l'instance puisse avoir un effet contributeur fortement à l'application de la loi et au renforcement de l'état de droit. Elle a aussi pris la précaution de ne pas avoir le pouvoir de sanction. L'instance a un pouvoir d'enquête, d'investigation. Les procès-verbaux qui découlent de ces enquêtes ont un caractère probant jusqu'à preuve du contraire, donc ils ont une force légale importante, mais l'instance ne prononce pas de sanctions. Elle adresse, en fonction de la nature de l'infraction ou du crime, elle adresse les résultats de ces enquêtes aux autorités en charge d'application de ces sanctions, que ce soit le ministère public ou que ce soit les autres institutions, la Cour des comptes, le Conseil de la concurrence, les différentes instances qui sont en charge d'appliquer justement les sanctions concernées pour pouvoir le faire. Donc voilà un peu Et bien sûr, pour mener ces enquêtes, ça peut être soit à partir des plaintes et dénonciations que l'instance serait en mesure de recevoir dès l'entrée en vigueur de la loi, ou de réception d'informations indiquant qu'il y a une présomption de coada avec des présomptions sérieuses, et à partir desquelles elle peut faire de l'autosaisine pour pouvoir engager l'investigation concernant les dossiers en rapport. Concernant justement le pouvoir d'investigation, certains pointent un risque de chevauchement entre institutions et d'autres institutions concernées, notamment et précisément le ministère public. Où commence le champ d'intervention des commissaires investigateurs et où s'arrête-t-il par rapport au ministère public? Alors justement, ça fait partie des sujets qui ont alimenté les concertations, le débat
autour de cette loi. Est-ce qu'il y a un chevauchement? Oui, il peut y avoir des chevauchements, mais il n'y a pas de télescopage, c'est-à-dire il n'y a pas de risque d'avoir des situations. Dans la mesure où vous avez parlé de l'institution judiciaire, c'est-à-dire le ministère public. Dès la loi, elle a intégré une disposition très claire que l'instance lève la main sur tout dossier où le ministère public engage une action. Donc c'est très clair. Si le dossier revêt un caractère autre que pénal, et même si la justice décide un classement, l'instance peut s'en saisir sur la dimension à caractère non pénal. Pour le reste, justement, la loi a veillé à cadrer les pouvoirs et la relation entre ces pouvoirs, entre l'instance et les autres autorités. Dernière question, Monsieur le Président. Quand on évoque la lutte contre la corruption, on en parle sous le prisme institutionnel, légal, réglementaire, mais qu'en est-il du citoyen? Quelle place a-t-il dans cette lutte? Alors, on ne peut pas concevoir un changement de société puisque la lutte contre la corruption et le fait d'instaurer les règles de probité, etc., ça concerne la société dans sa globalité. Et sur toutes les dimensions. Ce n'est pas seulement sur la dimension de la promotion des valeurs, y compris sur le volet des enquêtes et des investigations. Les citoyens ont un rôle, ils peuvent dénoncer, ils peuvent se plaindre, etc. Mais c'est-à-dire la vision, elle a toujours été très claire que c'est un chantier national, d'ailleurs, qui bénéficie aujourd'hui de la priorité nationale, puisque dans le programme du gouvernement, tel que même il y a un communiqué de chef du gouvernement et celui de l'instance, qui ont souligné cet aspect de ce caractère de priorité nationale. On ne peut pas envisager un chantier pareil sans l'implication de tous. La seule différence la seule chose sur laquelle je voudrais insister, si ce chantier nécessite l'implication de tous, ça nécessite l'implication de chacun avec la position qu'il a et la responsabilité qui lui revient. Autrement dit, ce n'est pas parce que ça concerne tout le monde que les responsabilités doivent être diluées. Les responsabilités qui reviennent à l'instance, elle doit les assumer. Elle doit rendre compte en ce qui la concerne. Les responsabilités qui reviennent au gouvernement, il doit les assumer. Et donc c'est une articulation de ces responsabilités qui est la condition de réussite. Mais ce n'est pas qu'on dit que tout le monde est responsable et au final personne n'est responsable. Donc il est important à dire que c'est l'affaire de toutes les composantes de la société et que chaque composante a une responsabilité qui lui revient, qu'elle doit la remplir pleinement et qu'elle doit le faire dans un cadre de cohérence et de convergence et de synergie avec ce que font les autres. Pour revenir de manière plus précise au rôle du citoyen, nous avons intégré au niveau du rapport annuel de 2020 une partie concernant l'engagement citoyen, pour justement aborder cette dimension, pour dire quelles sont les conditions qui favorisent l'engagement citoyen, mais quelles sont aussi les responsabilités du citoyen dans ce domaine. Ce sujet-là fera l'objet, dans les mois à venir, le travail est très avancé, d'un rapport à part entière. Merci, Monsieur le Président. Merci à vous. L'interview touche à sa fin. Merci de vous avoir accueilli. Merci à vous et merci pour votre accueil.